Bienvenue sur LCI en canal 15, changement de numéro, mais l'ambition reste la même. Donner du sens à l'info, décrypter les grands enjeux pour vous permettre évidemment de vous faire votre opinion. Le meilleur de l'info, c'est sur LCI et vous êtes au bon endroit, c'est l'heure du grand dossier. Nous allons vous raconter ce soir l'histoire de cette guerre sans merci qui a éclaté entre l'homme le plus riche du monde et le plus puissant. Le patron de Tesla a accusé Donald Trump de mettre l'Amérique en faillite. Je cite, avec une loi budgétaire d'une abomination répugnante, déclenchant une passe d'armes sans limite. Il est devenu fou, a dit Donald Trump. Ingrat, a répondu Elon Musk, qui affirme que sans lui, il aurait perdu l'élection. Un règlement de compte au grand jour, digne des scènes les plus cruelles de la série Dallas. Au-delà de la violence verbale, l'affrontement a des conséquences beaucoup plus graves, car les deux hommes ont un pouvoir de nuisance très puissant l'un sur l'autre. Musk pourrait démanteler le vaisseau spatial Dragon de SpaceX, seul capable de transporter astronautes et matériel de la NASA, tandis que Trump pourrait très bien envisager de résilier les contrats avec les entreprises du milliardaire. L'action de Tesla s'est effondrée en bourse. Regardez, moins 14%, une perte de 152 milliards de dollars de valeur boursière du jamais vu. Elon Musk a répliqué et lâché une bombe accusant Trump de figurer dans les dossiers de l'affaire Epstein. Jusqu'où ira ce duel ? Trump, Musk, le divorce en direct, c'est le titre du grand dossier ce soir et on part tout de suite aux États-Unis. Retrouvez en direct de Washington notre correspondant pour TF1 LCI, Mathieu Derrien. Bonsoir Mathieu. Ce clash a provoqué une réunion de crise à la Maison-Blanche, fait la une de tous les journaux et à l'heure où nous parlons, la querelle n'est pas prête de s'arranger. Oui, les États-Unis sont encore sous le choc de ce qui s'est passé hier entre Donald Trump et Elon Musk et forcément la presse s'en fait l'écho. Regardez le New York Times qui a décidé de mettre face à face certains des nombreux messages que les deux hommes se sont jetés au visage hier sur X pour Elon Musk, sur Truth Social pour Donald Trump, chacun son réseau social. Et regardez aussi le New York Post qui est un tabloïd plutôt proche du Parti républicain et de Donald Trump. Eh bien, ils ont été très inspirés, hein, un petit cœur brisé et la phrase I hate my ex, je déteste mon ex, un jeu de mots évidemment avec le nom du réseau social d'Elon Musk. Et on est quasiment en face de l'affiche d'un vaudeville et c'est exactement comme ça que les Américains vivent ce qui est en train de se passer. Rien qu'en venant ici à la Maison Blanche, on a pu parler à quelques Américains et le mot théâtre est revenu 2 fois, le mot honte également. Une autre personne nous a dit qu'elle avait l'impression d'avoir affaire à des enfants de 2 ans. Le dernier rebondissement en date, c'est ces médias américains qui pensaient savoir que les deux hommes allaient s'appeler au téléphone aujourd'hui pour peut-être essayer de commencer à recoller les morceaux. Mais on sait maintenant qu'il n'en est rien. Une journaliste de CNN notamment a pu parler directement à Donald Trump qui lui a affirmé qu'il ne comptait pas parler à Elon Musk pendant un certain temps. Merci beaucoup Mathieu Derrien pour ces toutes dernières informations ce soir en direct de Washington. Allons plus loin dans le grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Pierre Servan. Bonsoir. Bonsoir Marie-Aline. Éditorialiste géopolitique pour TF1 LCI. Olivier Lascar, bonsoir. Vous êtes ingénieur, vous êtes un grand spécialiste d'Elon Musk. Vous avez écrit cet ouvrage Elon Musk, l'homme qui défie la science aux éditions Alizio Sciences, mais aussi un livre sur le deepfake, sur l'IA au service du faux. Voilà, journaliste également pour Science et Avenir. Voilà, on voit votre tout dernier ouvrage qui s'affiche. Elisabeth Shepard-Selam, bonsoir. Ravie de vous retrouver également, maîtresse de conférences et directrice du programme politique et relations internationales à l'Université de Tours, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Et ce grand dossier du vendredi n'aurait aucun sens sans Gallagher Fenwick. Bonsoir. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Tenez-vous bien. En 4 messages, voilà ce que ce clash a coûté à la fois à Donald Trump et à Elon Musk. Le président américain a perdu plus d'1 milliard de dollars et Elon Musk plus de 20
20 milliards de dollars. Voilà le prix à payer pour une escalade verbale d'une rare violence entre deux égos sans limite que nous allons vous raconter avec Gallagher devant le grand écran. Gallagher, je vous en prie, suivez-moi. D'abord, il faut rappeler à nos téléspectateurs que c'est Donald Trump qui, peut-être sans le vouloir, a lancé les hostilités hier soir depuis le bureau ovale. Écoutons-le. Écoutez, Elon et moi avions une très bonne relation. Je ne sais pas si ce sera encore le cas. Et j'ai été surpris parce que vous étiez là, tout le monde dans cette salle était pratiquement là, car nous avons eu de merveilleux adieux. Il a dit des choses merveilleuses sur moi. On ne peut pas faire plus beau. Il a dit les meilleures choses. Je suis très déçu par Elon, parce que je l'ai beaucoup aidé. Une pique qui a mis Elon Musk hors de lui. Regardez ce message publié à 18h46. Sans moi, Trump aurait perdu les élections. Les démocrates contrôleraient la Chambre et les républicains seraient 51-49 au Sénat. Quelle ingratitude! Réponse de Trump, 20h37. Elon est à bout de force. Je lui ai demandé de partir et il est devenu complètement fou. Gallagher, vous qui suivez évidemment de près toutes les affaires américaines, c'est la première fois que les deux s'attaquent personnellement. Absolument, on est passé du politique au personnel, notamment lorsque Elon Musk lâche ce qui dans l'univers MAGA est l'équivalent d'une, j'allais dire, grenade nucléaire dégoupillée, quand il dit qu'il a la preuve que Donald Trump serait mêlé à l'affaire Epstein, avant qu'on ne revoie la vidéo où on voit Donald Trump et Jeffrey Epstein, dont je rappelle que c'était un milliardaire véreux, qui était inculpé pour des faits de pédophilie, de trafic d'êtres humains avant de se donner la mort dans sa cellule en 2019. Ce qu'on voit, et vous l'avez très bien introduit, c'est une rivalité qui était un peu annoncée, puisque dès les débuts de ces relations, il y avait les ingrédients de la discorde. Et rappelez-vous quand même ce passage assez houleux déjà, quand Elon Musk s'est retrouvé un peu isolé sur la question des tarifs douaniers. Lui, le libertarien qui déteste le protectionnisme, à l'époque déjà, il avait traité le plus proche conseiller de Donald Trump en matière d'affaires économiques, Peter Navarro, de sac de briques en anglais, ce qui veut dire un idiot fini. On voit que tous les coups sont permis. Regardez, à 20h37, c'est Donald Trump qui relance les hostilités. Le moyen le plus simple d'économiser des milliards de dollars dans notre budget est de mettre fin aux subventions et contrats gouvernementaux d'Elon Musk. J'ai toujours été surpris que Biden ne le fasse pas. 20h48, Musk répond. Un mensonge si évident, c'est triste. On sent que le milliardaire est en train de bouillir, il rumine sa vengeance et là, c'est la bombe, le couperet qui tombe à 21h10. Il est temps de lâcher la vraie grosse bombe. Donald Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Passe une bonne journée, Donald Jr. Trump. Là, quand même, on est dans une violence absolue, ça va très très loin. On parle, vous l'avez dit, de l'affaire Epstein. Voilà, c'est là qu'en fait, on passe du politique qui se fait en temps réel via les réseaux sociaux, au personnel. Pourquoi ? Je vous le disais, c'est une grenade nucléaire. Il faut comprendre qu'à l'intérieur de l'univers MAGA, il y a une très très forte prévalence du conspirationnisme. Or, les conspirations qui gravitent autour de la figure de Jeffrey Epstein, elles sont légion et elles sont très puissantes. Pour rappel, je vous l'ai dit, milliardaire pervers qui organisait des orgies sur une île dans les Caraïbes qui lui appartenait et où il conviait de grandes personnalités politiques, du monde des affaires, qui l'acheminaient via son jet privé. Ce qu'on a, c'est les manifestes, donc des passagers qui ont voyagé à bord de cet aéronef qui appartient encore une fois à ce Jeffrey Epstein. Et Donald Trump, il figure bien sur ces listes. En revanche, il n'y a aucune preuve publique de la commission de crimes par Donald Trump dans le cadre de cette affaire. Là où se loge la conspiration, c'est entre les faits. Donald Trump, on le voit aux côtés de Jeffrey Epstein, il apparaît dans les manifestes, il apparaît sur des vidéos, sur des photos aux côtés de Jeffrey Epstein, mais il n'y a aucune preuve qu'il aurait participé. Donc c'est dans ce que votre imagination peut produire que vient se glisser tout ce qu'il y a de conspiration possible autour de l'idée de sa participation à ces éventuelles orgies. Elon Musk, c'est exactement ce qu'il fait quand il lâche ça dans le domaine public. Pourquoi ? Parce que parmi les promesses qui avaient été faites par Donald Trump candidat, il y avait celle de faire toute la lumière sur certaines des histoires américaines qui font couler le plus grand, qui fascinent le plus, l'assassinat de JFK,
mais aussi le dossier Epstein. Il y a beaucoup de documents qui ont été rendus publics sur JFK, pas tant que ça sur l'affaire Epstein, pour le moment en tous les cas. Eh oui, donc il s'est infiltré dans cette brèche Elon Musk, ce qui n'a évidemment pas du tout plu à Donald Trump. À 22h06, il conclut « Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'Elon se retourne contre moi, mais il aurait dû le faire il y a des mois. » On poursuit ce débat avec vous, Pierre Servan. Est-ce qu'on pouvait s'attendre, comme nous l'a très bien dit Gallagher, à un affrontement d'une telle violence où tous les coups sont permis ? En tout cas, moi, je ne m'y attendais pas, même si certains observateurs estimaient que ces deux personnages hauts en couleur, qui s'étaient parfois un petit peu frictionnés dans le passé, mais vraiment à fleur et moucheté, pourraient peut-être par la suite avoir des propos moins aimables. Mais Donald Trump a rappelé tout à l'heure le pot de départ, en quelque sorte, d'Elon, qui était extrêmement sympathique. Donc, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas non pas un divorce à l'italienne, mais un divorce à l'américaine, et à la violence qui monte en puissance. Alors, une remarque, ces deux personnages appartiennent, selon moi, à une sphère, la sphère de l'extrême droite, avec des sensibilités un peu différentes, qu'on trouve traditionnellement dans l'extrême droite, c'est-à-dire des partis qui sont plus étatiques, et d'autres qui sont plus libéraux. On prête ça d'ailleurs au sein du Rassemblement national entre Bardella et Madame Le Pen. Et historiquement, vous avez ces deux sensibilités, mais ils appartiennent pour moi à la mouvance d'extrême droite. Et c'est pour ça qu'ils ont soutenu en Europe des mouvements d'extrême droite, voire le mouvement considéré comme néo-nazi en Allemagne. Pourquoi je dis ça ? Parce que historiquement, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, les gens se bouffent le foie. Regardez ce qui se passe à l'extrême gauche aujourd'hui avec des livres qui dénoncent les turpitudes supposées ou réelles de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, à l'extrême droite, c'est une tradition. Je ne vais pas remonter à la nuit des longs couteaux où Hitler fait assassiner toute sa garde, son ancienne garde de SA avec son copain Ernst Röhm. Ils appartenaient tous les deux à l'extrême droite raciste, hypernationaliste. Mais il y avait une branche étatique, comment dirais-je, proche du peuple, ouvriériste, que représentait Ernst Röhm, et Hitler, lui, se rapproche des mouvements financiers, et donc il va éliminer l'autre branche. Donc il y a une tradition là qui est respectée, mais je suis sidéré. Et un dernier point, Gallagher a 1000 fois raison, la grenade nucléaire, c'est cette affaire Epstein. Oui. Et ça, autant Trump est capable de tous les têtes à queue, il a appelé le président chinois, qui traitait de tous les noms il y a quelque temps que ça, mais là, il y a un crime de lèse-majesté et il y a une grenade dégoupillée dans laquelle des tas de gens vont s'engouffrer. Et pour Trump, surtout si, effectivement, comment dirais-je, rien n'incrimine Trump, mais s'il y a d'autres choses, Trump peut considérer qu'il est potentiellement en difficulté, même s'il a traversé d'autres affaires sans être complètement cramé. On reviendra d'ailleurs en détail avec Kadi qui va nous rejoindre dans le gros dossier pour comprendre évidemment l'impact de cette affaire et pourquoi Donald Trump est aussi en colère. Olivier Lascar, parmi les armes à la disposition d'Elon Musk pour atteindre son adversaire désormais, il envisage même de créer un nouveau parti politique. Il a lancé ce sondage en ligne en disant « Est-il temps de créer un nouveau parti politique en Amérique qui représenterait vraiment les 80% au centre ?» Non mais là, on parle de l'homme qui a soutenu Donald Trump pendant sa campagne, qui lui a consacré 270 milliards de dollars. Millions, vous avez raison. Les milliards, c'est ce qu'ils ont perdu depuis le clash, vous avez bien raison. Parce que là, toute sa fortune y passerait. 270 millions de dollars. Et il avait posé ses valises à Mar-a-Lago pendant la période de transition. Est-ce qu'il est en train de dire que tout ce que j'ai fait pour toi, eh bien, je peux le retourner contre toi ? Un petit peu, oui. Vous savez, dans chaque message, il faut faire le distinguo entre le fond et la forme. Là, le fond, c'est ce potentiel troisième parti. Je crois que c'est un peu une arlésienne dans la politique aux États-Unis, le fameux troisième parti qui mettrait un petit peu de sel dans les élections qui se partagent toujours entre démocrates et républicains. Mais surtout, là, ce qu'il faut voir, c'est la forme. La forme, c'est l'ancien Twitter, devenu X, que Musk a mis au service de Donald Trump pendant la campagne présidentielle. Et Musk a reproché son ingratitude à Trump en disant « je l'ai fait élire ». Je pense qu'effectivement, le poids
de X dans la campagne présidentielle aux États-Unis a été considérable, parce que si tous les Américains ne sont pas sur X, X est devenu ce réseau qui est commenté partout dans tous les médias. Donc il a mis X aux mains, au service de Donald Trump. Tous les moyens étaient bons, d'ailleurs, puisqu'il l'a bourré de deepfake. Il y a eu la fameuse vidéo avec la fausse voix de Kamala Harris qui racontait des horreurs en disant qu'elle était la candidate grâce à la sénilité de Biden et qu'en tant que femme noire, elle était inattaquable parce que sinon on était raciste et sexiste. Donc il a diffusé des deepfakes. Aujourd'hui, il est en train de montrer que X pourrait être cet agent abrasif, ce caillou dans la chaussure permanent qui viendrait enquiquiner Donald Trump pendant des mois, voire des années. Donc c'est une façon de dire j'ai une arme de destruction massive, une autre, à mon service contre toi, et c'est ce réseau social qui reste d'une puissance considérable. L'affrontement Elisabeth Shepard-Sellam a été pris très au sérieux par la Maison-Blanche. Regardons ensemble ce qu'a dévoilé Politico. Les conseillers de la Maison-Blanche, après avoir travaillé pour persuader le président de modérer ses critiques publiques à l'encontre de Musk, afin d'éviter une escalade, ont programmé un appel vendredi, donc aujourd'hui, avec le PDG milliardaire de Tesla pour négocier une paix. On est vraiment dans un langage guerrier. Mais voilà, Trump est tellement fâché qu'il l'a déprogrammé. Le coup de fil n'aura pas lieu. Et regardez ce qu'il dit à nos confrères d'ABC News. Vous parlez de l'homme qui a perdu la raison ? J'ai pas très envie de parler à Elon Musk. C'est dur. C'est très dur, mais alors je comprends bien les conseillers de Trump parce qu'au-delà de cette question de Twitter, qu'est-ce qu'il a aussi, Musk ? C'est quand même l'homme le plus riche de la planète. Et aux États-Unis, pour gagner des élections, il faut quoi ? Il faut de l'argent. Parce que les gens qui ne regardent pas Twitter, qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent les pubs. Et ils regardent les pubs qui coûtent une fortune aux États-Unis. Et puis, il y a toute la logistique au niveau local. Et ce qui a aidé, bien évidemment, Trump, mais pas seulement. On se souvient qu'en Wisconsin et ailleurs, il a investi dans les élections au niveau local, même pour des juges et autres. Et les élections de mi-mandat arrivent en 2026. Ouais. Donc on est déjà dans une sorte de logique électorale qui vont coûter énormément d'argent. Trump, qui, on dit, estime qu'il faut 1 milliard d'ici les élections. Si Musk décide, et avec le tweet que vous avez montré sur cette question de est-ce qu'il faut créer un autre parti, si Musk décide de s'investir à la fois personnellement mais aussi financièrement dans les élections, ça va être un problème pour Trump qui risque aussi de perdre à la fois le Sénat et la Chambre des représentants et du coup d'être dans une sorte d'impasse. Pierre Servan, je vous ai vu tiquer, en tout cas sourire, quand la Maison-Blanche a parlé de négocier une paix, comme dans une guerre. Oui, mais surtout, je me disais, mais tiens, Trump est en train de parler de Poutine. Non, je vais pas appeler Poutine, je vais pas parler à un type qui a perdu la raison, etc. Tiens, c'est marrant, ça pourrait être adapté à Poutine. Bon, là, c'est adapté à un autre personnage. Mais c'est vrai qu'on rentre dans une inconnue incroyable, parce que, a priori, au bout d'un certain temps, les deux personnages devraient se rabibocher d'une façon ou d'une autre. Sauf que là, le sang a coulé. C'est plus seulement des affronts, des paroles dures, etc. Mais avec l'affaire Epstein, et puis aussi le fait que, pour le coup, dans le couple, Trump a le sentiment d'être trahi par quelqu'un qu'il a accueilli à Mar-a-Lago, avec sa famille, les images innombrables avec le fils d'Elon Musk. Donc il y a un côté, voilà, il a fait partie de la famille Trump. Et il m'a assassiné. Pour faire un parallèle très rapide, on a beaucoup dit dans le passé en politique intérieure que la haine entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy était venue du fait que Jacques Chirac avait en quelque sorte adopté le jeune Nicolas Sarkozy, qui était une jeune figure du parti gaulliste, etc., qui était devenu le compagnon de la fille de Jacques Chirac et qui, de ce fait, avait fait partie du clan Chirac. Et que la trahison, entre guillemets, vue du camp chiracien de Sarkozy pour Balladur, était perçue, j'en ai eu des échos à l'époque, très directs, était perçue comme pas simplement une trahison politique, où ça arrive de temps en temps, même fréquemment, mais quelque chose de, voilà, c'est comment dirais-je, une attaque personnelle, c'est une rupture de quelque chose qui est de l'ordre du charnel, de l'amitié, de l'affectif, et ça ne se pardonne pas. Alors là, on verra ce qui va se passer.
Gallagher. Plusieurs choses. D'abord, c'est un grand moment de trolling entre les deux plus grands trolls de la Terre. D'un côté, l'homme le plus puissant, Donald Trump, de l'autre, l'homme le plus riche. Il y a une part de divertissement, comme adore le dire Donald Trump, et c'est d'ailleurs la phrase qu'il prononce à un moment quand il y a cette fameuse altercation avec Zelensky dans le bureau ovale. « This is going to make great TV ». Ça fait de la super télé, et je peux vous dire que toutes les télés américaines, tous les médias américains sont en boucle là-dessus. Pour ça, mais pour autre chose. Cette bataille, elle a des conséquences dans le monde réel. Ça a été dit par Elisabeth, des conséquences politiques, des conséquences économiques. Au cœur de cela, il y a une loi qui doit être votée, qui est absolument colossale, qui pourrait potentiellement gréver le budget fédéral de l'ordre de 2400 milliards de dollars selon la comptabilité qui a été faite par le bureau du Congrès chargé de cela. Mais il y a autre chose, il y a les élections de mi-mandat à venir, etc. Et puis nous, de notre point de vue d'Européens, vous imaginez les Ukrainiens qui voient cette scène se dérouler? C'est-à-dire que c'est en partie de ces types qui ont la maturité d'un gamin de 9 ans que dépend notre sécurité. C'est quand même très inquiétant. Vous m'offrez une parfaite transition pour notre prochaine séquence. Jusqu'où ira ce duel? Quelles conséquences? Parce que les deux hommes ont un pouvoir de nuisance sur la planète et l'un sur l'autre extrêmement puissant. On en parle dans un instant dans le grand dossier, après une courte pause. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Trump-Musk, le divorce en direct ». Nous verrons dans un instant que l'affrontement entre les deux hommes peut avoir de graves conséquences car ils ont un pouvoir de nuisance très puissant l'un sur l'autre. Musk a déjà menacé de démanteler le vaisseau spatial Dragon de SpaceX qui est le seul capable de transporter les astronautes et matériel de la NASA. Sinon, il faudrait demander aux Russes. Elon Musk a également lâché cette bombe dont on vous parlait avant la pub, accusant Trump de figurer dans les dossiers de l'affaire Epstein, ce financier condamné pour trafic de mineurs. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, cet incendie meurtrier à Reims. L'origine accidentelle est très probable, c'est ce que déclare le parquet ce soir. 4 personnes sont décédées, dont un enfant. Un autre enfant est porté disparu. Le feu s'est déclaré peu après minuit pour une raison encore inconnue. L'immeuble n'était pas insalubre. Il y a également 14 blessés, dont 2 graves. À Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, un rabbin a été violemment agressé à la mi-journée alors qu'il se trouvait à la terrasse d'un café. Le rabbin aurait été insulté et aurait reçu un coup de chaise. Son agresseur a été interpellé. François Bayrou a réagi, il a dénoncé, je cite, une agression intolérable. L'agresseur est un homme né à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Selon les informations du service police-justice de TF1 LCI, l'homme était inconnu des services de police en France, mais en revanche, sous le coup d'une OQTF en Allemagne, temporairement suspendue. Sur le front de la guerre en Ukraine, le Kremlin qualifie sa guerre avec l'Ukraine de conflit existentiel après y avoir mené la nuit dernière de nouveaux bombardements faisant au moins 4 morts, une riposte selon Moscou aux attaques ukrainiennes de grande ampleur. La Russie a lancé plus de 400 drones et 45 missiles balistiques. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré à Trump-Musk, le divorce en direct, la guerre que se sont déclarés ces deux hommes extrêmement riches et puissants peut avoir des conséquences inattendues car ils ont un pouvoir de nuisance très fort l'un sur l'autre et ils se tiennent. Le New York Times, regardez ce que dit le quotidien, explique leur querelle pourrait avoir de lourdes conséquences si elle perdure, voire s'intensifie. Le New York Times qui a regardé, listé les 8 manières de se détruire. Regardez ce que Musk a contre Trump et ce que Musk a contre... que Trump a contre Regardez ce que Musk a contre Trump
et ce que Trump a contre Musk. Voilà, les deux colonnes. Alors, contre Trump, retirer ses entreprises de projets avec l'État, utiliser l'arme des réseaux sociaux, faire chanter Trump sur son passé, on a parlé de l'affaire Epstein, on va y revenir, financer ses opposants politiques, et contre Musk, la fin des aides pour ses entreprises, l'enquête sur sa naturalisation, la fin de son habilitation de sécurité et signer des décrets présidentiels contre lui. Olivier Lascar, qu'est-ce qui pourrait faire le plus de mal à Elon Musk parmi cette liste ? Je crois que la question de la naturalisation pourrait être problématique pour lui, parce qu'effectivement, il était arrivé aux États-Unis avec un visa d'étudiant. Et il s'est débrouillé pour y rester. Alors ce départ depuis l'Afrique du Sud, depuis son Afrique du Sud natale, a été facilité par le fait qu'il avait des ascendances canadiennes par sa mère. Et donc il a pu aller comme ça, par ce truchement, aux États-Unis. Mais il y a quand même un loup sur la façon dont il est resté là-bas. Et donc Steve Bannon, l'éminence grise de Trump, particulièrement pendant le premier mandat, mais qui reste un peu l'incarnation, la statue du commandeur pour le MAGA, a tout de suite pris ce cheval de bataille en disant il faut enquêter là-dessus pour éventuellement le renvoyer d'où il vient, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Mais la situation, elle est quand même très complexe parce qu'ils se tiennent par la barbichette tous les deux. On a parlé des contrats fédéraux. Effectivement, sans l'argent public, Elon Musk n'aurait pas pu bâtir l'empire qu'il a construit. Et aujourd'hui encore, il y a de nombreux contrats entre les sociétés d'Elon Musk et les agences fédérales. Il y en a beaucoup pour SpaceX, je crois qu'on va en parler, mais Tesla aussi, par exemple, des travaux financés sur les batteries, sur l'électrification du réseau pour l'alimentation des voitures électriques. Donc c'est assez compliqué, c'est très entremêlé. C'est pour ça que c'est un bazooka à deux orifices. Quand on tire, on est soi-même atteint. Oui, c'est très très dangereux. Et je le rappelle, pour prolonger ce que vous dites, Musk est bien plus riche aujourd'hui qu'avant de soutenir Trump. Sa fortune s'élève à 419 milliards de dollars, soit environ 170 milliards de plus qu'au 15 juillet. C'était 2 jours seulement après une tentative de meurtre contre Trump. Et c'est après cette tentative de meurtre que Musk l'avait soutenu. Gallagher. Non, sur la suspension des contrats fédéraux pour Elon Musk, il y a, si vous voulez, un certain pouvoir discrétionnaire du côté de l'exécutif par rapport à cette éventualité. Mais attention, parce que c'est quand même encadré par la loi, et la loi exige qu'il y ait des raisons valables pour le faire. Or, des tweets à la fois de Musk et de Trump sur l'affaire Epstein, etc., ça ne rentre pas dans le cadre de la loi. Donc, le risque pour Donald Trump, c'est effectivement de fermer le robinet fédéral, mais de se voir attaquer en justice par Elon Musk qui présenterait tout simplement les tweets dont vous avez fait l'étalage tout à l'heure et qui vaudrait probablement une défaite cinglante dans les tribunaux à Donald Trump. Et ça, il en est conscient. Donc les deux, et je rejoins tout à fait M. Lascar, sont sur une ligne de crête avec cette situation d'interdépendance où ils se tiennent effectivement avec ces histoires d'argent. Pierre Servan, quelle est l'arme la plus dangereuse pour Donald Trump ? Alors, contre Donald Trump. Contre Donald Trump, moi je pense que l'affaire... Alors il y a l'argent, il y a tout ce qui peut pénaliser, mais pour moi l'affaire Epstein, me semble-t-il, c'est celle qui risque de susciter des délations, des fuites, etc., et qui risque de fatiguer le camp MAGA et Trump, obligés de répondre, de se justifier, etc. Je pense que là, il y a quelque chose qui est vraiment sérieux. Après, je rejoins nos amis, ils ont vraiment une capacité à se suicider tous les deux, parce que c'est tellement imbriqué. Destruction mutuellement assurée. Destruction, absolument. Il y a le dossier chinois aussi, qui, comment dirais-je, prend une tournure qui devrait satisfaire plutôt Musk, qui a sa plus grande usine de production de Tesla en Chine, qui était extrêmement embarrassé quand Trump parlait de droits de douane. Il était monté jusqu'à 275, il est redescendu, etc. Voilà. Là, comme il y a une esquisse de début de rapprochement avec la Chine, puisque Trump a dit qu'il voulait être gentil dorénavant avec la Chine et que la Chine serait gentille avec lui. On parlait tout à l'heure du vocabulaire d'école, et moi ça me fascine depuis le début. Trump parle comme un garçon de 4 ans. Il est vilain, il est vilaine, il est gentil, il n'a pas été gentil avec moi, etc. Enfin, c'est tout ça face aux défis du monde aujourd'hui, face aux défis ukrainiens.
c'est quand même, c'est absolument terrible pour les États-Unis, pour le monde libre, c'est tout à fait consternant. Donc quand même, Musk est intéressé aussi à cette possibilité peut-être de rapprochement avec Pékin, ou en tout cas du fait d'essayer de temporiser. Voilà. Mais encore une fois, il y a le réalisme, il y a l'argent, il y a le fait que ce sont quand même des hommes d'argent qui regardent ça, il y a tous les entourages qui vont dire « mais attendez, arrêtez vos conneries, on va tous perdre dans cette affaire ». Et puis il y a, comment dirais-je, le fait de perdre la face. Le fait de se faire insulter, donc le fait de remettre en cause l'entrée légale de Musk aux États-Unis, l'histoire d'Epstein, voilà. Et les hommes étant ce qu'ils sont, eh ben, la rationalité, ça suffit pas toujours à calmer le jeu. Les entreprises de Musk risquent de ne pas sortir indemnes de sa rupture avec Trump. C'est ce que dit une journaliste de nos confrères, de nos collègues du Monde. Et le Wall Street Journal, lui, nous apprend que Trump pourrait vendre ou donner la Tesla rouge. Souvenez-vous qu'il avait acheté pour une séance photo à la Maison Blanche pour faire la promotion d'Elon Musk. Cette séquence, elle avait été beaucoup commentée et elle avait beaucoup marqué. C'est la preuve que Trump veut faire du mal à Elon Musk. Ah, mais très clairement, il veut faire du mal à Elon Musk. Après, je rejoins ce que disait Pierre. On a l'impression que c'est des gamins de 4 ans quand on pense que Trump parlait de Zelensky et Poutine comme des enfants qui se battent dans une cour de récré, là, c'est vraiment des enfants qui se battent dans une cour de récré. Il est méchant, t'es un loser. Enfin, on a vraiment cette impression-là. Mais je pense que quand même derrière, il est conscient des risques. Parce que, bon, que ça soit l'affaire Epstein ou les questions politiques, je pense que Musk a quand même suffisamment sur Trump pour qu'il se rende compte qu'il y a cette destruction mutuellement assurée dont parlait Gallagher. Olivier Lascar. Elon Musk est quand même face à une contradiction quasiment existentielle. C'est qu'il y a à peine une semaine, il faisait un tweet pour rassurer ses investisseurs en disant « Je suis de retour 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans la vie de mes entreprises ». Or, une semaine après, il fait exactement le contraire en proposant la création d'un nouveau parti politique et en entamant cette guerre de tranchées contre Donald Trump. Donc ça, c'est très compliqué pour lui parce que Tesla, d'après la presse, il y a encore quelques semaines, parlait de se trouver un nouveau directeur général. La situation de Tesla, elle est à relativiser, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que effectivement, ça semble ne pas aller très très bien. Les ventes sont en berne, notamment en Chine, mais la société avait bondi de 70% en bourse au lendemain de l'élection de Donald Trump. Donc l'effondrement qui a lieu depuis quelque temps ne fait que la ramener au niveau qu'elle avait d'avant l'élection. Donc c'est quand même une société qui, en bourse, vaut, je crois, 5 fois plus que Toyota, par exemple, qui pourtant fabrique 5 fois plus de voitures. Donc il y a quand même une bulle Tesla qui demeure. Alors, preuve que la situation est grave, et là je me tourne vers les Américains, regardez ce que dit ce soir Mike Johnson, qui est le président de la Chambre des représentants aux États-Unis. J'espère qu'ils vont se réconcilier. Ce serait bien pour le Parti républicain et pour le pays. Alors, 2 choses. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a eu aussi des messages interposés et a priori un coup de téléphone entre Johnson et Elon Musk où ça ne s'est pas forcément bien passé. Moi, je dirais une chose d'un point de vue politique, je pense que il a raison, Mike Johnson, de dire que ce n'est pas très bon pour le Parti républicain. Pourquoi ? Parce que Elon Musk, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, il dit un certain nombre de vérités que d'autres disent, mais qui ont trop peur de prendre position parce qu'ils n'ont pas le même portefeuille, sur, par exemple, cette loi qui va coûter énormément sur l'Ukraine, sur un certain nombre de domaines. Et ça peut, on va dire, motiver ou un peu pousser à la rébellion peut-être un certain nombre. Ça peut diviser un parti républicain qui peut-être va se bouffer entre eux, en fait. Bien sûr, parce que le camp républicain et même les supporters de Trump, ils sont déstabilisés ce soir. C'est ça. Non, effectivement, et la question c'est qui va suivre qui. Il ne faut pas minorer la puissance et la popularité du personnage Musk au sein du mouvement MAGA. Il a beaucoup séduit, et quand il dit
j'ai aidé à faire élire le président Trump. Il n'a pas totalement tort. On a parlé de sa profondeur financière. C'est aussi une gageure, si vous voulez, technologique, entrepreneuriale, qui faisait plutôt du bien à Trump et donc lui accordait, aux yeux de certains, en tous les cas, une certaine crédibilité sur ces fronts-là. Le parti est effectivement profondément divisé. Je parlais tout à l'heure des médias américains qui en font leur chou gras. Ils défilent les uns après les autres et ils sont franchement très embarrassés. Donc le jeu, c'est d'essayer de parler sans ne rien dire et surtout sans utiliser les mots Trump ou Musk. Après, ceux qui s'y sont aventurés ont dit, par exemple, moi je regardais un leader républicain qui disait, moi je fais confiance au type qui est capable de faire atterrir des fusées à l'envers plutôt qu'à l'homme politique, et d'autres qui disaient, moi je fais confiance à la personne qui est aux commandes de ce grand pays et qui va lui redonner sa grandeur. Donc c'est un moment qui est très délicat, et notamment pour Trump, parce que l'enjeu, il faut le redire, c'est cette loi dont il faut expliquer qu'elle consiste, et elle est passée par la Chambre des représentants. Donc Mike Johnson, il a fait son boulot. Elle est en gestation au Sénat. Elle consiste à faire des réductions d'impôts absolument massives, principalement pour les plus aisés, donc avec un transfert de richesse des plus pauvres en direction des plus riches, parce qu'il y a des coupes dans les dépenses sociales qui vont accompagner évidemment cela. Sur le front énergétique, et c'est probablement là que ça blesse aussi du côté de Elon Musk, il met fin à ce qui s'appelle Electric Vehicle Mandate, c'est-à-dire les subsides, les aides pour l'achat de véhicules électriques, parce que Donald Trump, c'est le champion de l'énergie fossile. Donc les véhicules électriques, allez hop, on bazarde. Et il y a plein d'autres choses là-dedans qui rendent le moment effectivement explosif. Je conclue avec un fait, un seul. Quasiment personne ne parle du fait que l'économie américaine, au mois dernier, elle a créé 139 000 emplois. Ça devrait être une très bonne journée pour Donald Trump. Tout est gâché. Mais au final, on ne parle que de ça. Et un détail, un seul, qui n'en est pas. Tout à l'heure, vous avez donné une info d'ABC News. Vous savez comment ils l'ont, ABC News, cette info ? Non. Ils ont appelé le président. CNN, pareil. Donc maintenant, Donald Trump, vous l'appelez sur votre téléphone portable, il décroche et vous dit « Oui, non, avec Elon Musk, on va voir, etc. » Bon, voilà, c'est la présidence Trump dans toute sa splendeur. C'est surréaliste. Pierre Salmon. Oui, je voulais rebondir sur les propos de Gallagher et d'Olivier. Comment dirais-je ? On va voir ce qui va se passer au Sénat. Mais si le texte est retoqué, c'est Musk qui apparaîtra comme le faiseur de roi ou de reine. Ça va poser un énorme problème politique. Et Olivier, vous disiez quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, Musk a donné le sentiment de vouloir se recentrer sur le business, et il ne peut pas s'empêcher de déclencher une guerre atomique. Et c'est le problème de Tusk, c'est je crois que ce personnage, alors est-ce que c'est lié aussi dans les biographies qui lui ont été consacrées, on parle du fait qu'il est Asperger. Donc, alors, est-ce que il ne s'agit pas de les enfermer, mais quelque part, le côté impulsif peut, en tout cas, là, ça l'emporte sur la raison. Et dernier mot que je voulais apporter, c'est que Musk, il en a dans sa besace des histoires sur Trump. Parce que quand vous vivez dans l'intimité à Mar-a-Lago, au moment avant qu'il soit investi, il a vu passer beaucoup de monde, il a entendu Trump raconter des choses, ailleurs encore. Pourquoi je dis cela ? Parce que lors du premier mandat, énormément de choses qui sont sorties sur Trump, notamment de la part de généraux qui étaient en sa proximité, étaient dans l'intimité et ont entendu Trump raconter des horreurs sur les soldats qui sont morts. Moi, en 14, je m'en fous, ce sont des losers, des trucs comme ça. Donc, s'il y a une riposte graduée à chaque fois de chaque côté, Musk, il peut balancer des trucs. C'est quand même un gars qui est capable de faire un salut nazi. Moi, c'est mon interprétation. Alors, ça a été interprété comme ça, lui a démenti. Alors, bien sûr, mais moi, je suis historien et spécialiste de cette période. C'est pas seulement un salut nazi. C'est très, très important. Il a fait, je termine juste sur le point, il a fait le salut qu'Hitler faisait. Hitler faisait un salut nazi, qui est l'initiateur, d'une façon particulière. Moi, j'ai écrit la biographie de Rudolf Hess, qui était son bras droit, donc je me suis tapé des dizaines d'heures d'images, etc. Et Musk doit être nourri à ça pour tout d'un coup, dans l'élan de l'exaltation, faire le salut d'Hitler. Pas seulement un salut nazi. C'est comment dirais-je, l'autre personnage qui fait un salut... Bannon. Qui fait un salut nazi...
Classique. Bien assumé. Je précise, Voilà. parce qu'il faut qu'on avance, parce qu'il y a une menace sur laquelle il faut qu'on s'arrête, parce qu'elle est très importante pour Trump et pour les Américains. Et je précise, puisque vous le disiez, quand on est autiste Asperger, j'ai travaillé sur la question, on a beau être très intelligent, mais la communication avec l'autre n'est pas toujours évidente, voilà, et les codes ne sont pas simples. Le milliardaire voulait hier démanteler le vaisseau spatial Dragon de SpaceX qui transporte les astronautes et le matériel de la NASA. Regardez ce qu'il a publié. À la lumière de la déclaration du président concernant l'annulation de mes contrats gouvernementaux, SpaceX va commencer à mettre hors service son vaisseau spatial Dragon. Réponse d'un internaute qui l'interpelle sur X. Calmez-vous, prenez du recul pendant quelques jours. Et voilà ce que répond Elon Musk. Ok, nous n'arrêterons pas, Dragon. Voilà, mais le mal est fait. Et c'est ce qu'on va voir avec vous, Olivier Lascar, devant le grand écran. Parce qu'on a besoin de savoir si Elon Musk et SpaceX sont vraiment indispensables à Donald Trump. Alors, regardons ensemble d'abord le budget annuel de la NASA, qui est évidemment colossal, 25 milliards de dollars. Autre chiffre, SpaceX, à lui seul, l'entreprise, a signé 22 milliards de contrats gouvernementaux. Voilà pour ces chiffres qui sont évidemment énormes. Alors, concernant justement Dragon, on rappelle que c'est le seul vaisseau américain de la NASA capable de transporter astronautes et ravitaillement, de les acheminer vers la Station spatiale internationale. Sans cette capsule, il faudrait faire appel aux Russes. Est-ce que de cette manière, ça veut dire que Musk tient la NASA ? Complètement. Il tient la NASA. Il a rendu aux États-Unis une part de fierté considérable en leur permettant de renvoyer à nouveau des astronautes dans l'espace en décollant depuis le sol national. Ce qui n'était plus possible, vous l'avez dit, depuis la fin du programme de la navette spatiale qui a disparu après les catastrophes de Challenger et de Columbia. Donc dans l'intervalle, ça s'est passé en 2011, la fin de la navette spatiale. Dans l'intervalle, les Américains quittaient la Terre grâce au Soyouz russe. Évidemment, avec la situation, la guerre en Ukraine, ça n'était plus possible. Et miracle, allais-je dire, en 2020, la capsule Dragon de SpaceX est prête. Cette capsule, il faut imaginer une sorte de boîte de conserve qui est posée sur la tête, sur le nez du lanceur de la fusée on la de voit SpaceX, là, justement. voilà, et qui est envoyée dans l'espace. À l'intérieur, il peut y avoir des provisions, parce que la Station spatiale internationale, il faut qu'elle soit alimentée de vivres et aussi de matériaux scientifiques, puisque c'est un laboratoire scientifique, mais c'est aussi un taxi pour l'ISS, c'est-à-dire que les astronautes y prennent place. Notre Thomas Pesquet national, il a voyagé dans la capsule Dragon. Donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative à Dragon. Il y a eu d'ailleurs l'expérience du vaisseau Starliner de Boeing. Boeing avait envoyé 2 astronautes dans l'ISS il y a 6 mois à peu près. Eh bien, ils ont considéré que le dispositif n'était pas assez sûr pour les ramener sur Terre. Et c'était la capsule Dragon à vide qui a été envoyée sur l'ISS pour rapatrier les 2 astronautes sur la Terre, ce qui était une démonstration de puissance extraordinaire de la part de SpaceX et de faiblesse de la part de Boeing. Donc aujourd'hui, quand Musk fait ce tweet, c'est une façon de mettre les pieds sur la table et de dire « sans moi, vous n'êtes rien ». Alors, on a parlé de la capsule avec vous, Olivier Lascar, mais il n'y a pas que la capsule. Il y a aussi le propulseur principal. Là aussi, c'est SpaceX. Et ensuite, propulseur principal, les autres propulseurs secondaires, c'est toujours SpaceX. Vous voyez, à chaque fois. Ça, c'est la grande réussite de SpaceX, c'est d'avoir imposé le lanceur réutilisable. C'est-à-dire que quand Elon Musk crée cette société en 2002, il le fait avec d'abord une obsession, c'est d'amener l'humanité grâce à ses fusées sur Mars. Cette passion de Mars, elle n'est pas arrivée en chemin, elle est là dès le début. Et son autre obsession, c'est de dire on va faire des fusées réutilisables. C'est-à-dire on les envoie dans l'espace, elles permettent de larguer une capsule Dragon ou des satellites, mais ensuite la fusée revient sur le plancher des vaches, elle va être remise à neuf et elle pourra repartir. Ce qui est une forme de logique, après tout. Quand on traverse l'Atlantique avec un avion, on ne le met pas à la poubelle une fois qu'on est arrivé à destination. Donc lui a voulu imposer cette idée-là dans le domaine du spatial, ce que les géants ne voulaient pas entendre. Quand il a commencé à faire des prototypes qui ont fonctionné, les
classique du spatial, on dit bon, c'est un prototype, il s'amuse, ça n'ira pas plus loin. Et puis il a fait ses fusées Falcon qui aujourd'hui fonctionnent et qui sont devenus le fer de lance de l'armée américaine pour envoyer des satellites de défense. Là, on voit le propulseur qui atterrit. Hein. C'est passionnant de vous écouter, Olivier. On va poursuivre ce débat et je me tourne vers Gallagher. Est-ce que dans l'histoire récente des États-Unis, quelqu'un a déjà eu un tel poids ? Non, un entrepreneur, si vous voulez, qui soit une sorte de coprésident aux côtés du président effectif. Non, c'est rarissime et ça donne, si vous voulez, toute la difficulté de lecture de cette situation. En fait, c'est justement précisément le caractère inédit qui rend difficile l'analyse et la prévision en matière d'évolution de cette relation. Après, il y a quand même beaucoup d'enseignements à tirer, c'est-à-dire que Elon Musk, il débarque auréolé de sa stature d'entrepreneur qui vient à Twitter, qui vire la moitié des gens et la machine continue de fonctionner. En fait, le gouvernement fédéral, c'est pas une entreprise et ça se gère pas comme Twitter. Et vous pouvez faire atterrir des fusées à l'envers. Vous êtes également capable de prendre de très mauvaises décisions à la fois professionnelles et personnelles. Je précise que Kadi nous a rejoint. Bonsoir Kadi. Vous allez nous parler de cette bombe dont on parle depuis le début de l'émission, mais avec vous, on va aller plus précisément dans cette affaire qui avait défrayé la chronique, l'affaire Epstein, du nom de ce puissant financier condamné pour trafic de mineurs. Elon Musk accuse Trump de figurer dans les dossiers Epstein. À tort ou à raison, c'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant. Restez avec nous dans le grand dossier. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir Trump-Musk, divorce en direct. Elon Musk et Donald Trump se déchirent depuis 24 heures maintenant, un peu moins de 24 heures et le combat est sans limite. Elon Musk annonce avoir lâché une autre bombe accusant Donald Trump de figurer dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Ces dossiers passe une bonne journée, Donald Jr. Trump. Kadi, vous nous avez rejoint. Racontez-nous en fait cette affaire qui est extrêmement compliquée et qui a défrayé la chronique aux États-Unis, mais dans le monde entier. Oui, une affaire tentaculaire donc, qui implique Jeffrey Epstein, donc le fameux financier américain milliardaire qui est donc accusé de crimes sexuels sur mineurs. Alors l'enquête, elle débute en 2005. Les premières plaintes contre Jeffrey Epstein, notamment des abus qui ont eu lieu dans sa résidence de Palm Beach, elle est mise à jour donc avec un vaste réseau d'exploitation de mineurs. En 2008, il conclut, Jeffrey Epstein, un accord avec la justice. Il plaide coupable avec, en contrepartie, une peine de prison très réduite, des charges minimes. Il passera environ 1 an derrière les barreaux. Ensuite, on arrive au juillet 2019. Il est de nouveau arrêté pour trafic sexuel sur mineurs et association de malfaiteurs. On parle là de jeunes filles âgées d'environ 14 ans pour les plus jeunes. Alors pour vous faire une petite idée de l'ampleur des abus et surtout de l'isolement dans lequel étaient placées ces jeunes femmes, eh bien il avait attaqué Jeffrey Epstein en 1998 une île dans les Caraïbes qui est appelée l'île Little St. James, qui est connue aujourd'hui sous le nom de l'île aux pédophiles. C'est dire un petit peu l'ampleur de ce qui se passait sur cette île. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule, donc 1 mois tout juste après son arrestation. Et puis, tiens, une dernière date importante aussi, en janvier 2024. C'est la date à laquelle une juge de New York ordonne la déclassification de documents judiciaires. On parle de 1000 pages avec 180 noms de personnalités. Et en l'occurrence, il y a Bill Clinton, il y a Donald Trump qu'on évoquait. On parle aussi du prince Andrew, ou encore de Michael Jackson, ou encore de David Copperfield, le célèbre magicien. Mais attention, comme le disent justement nos confrères du New York Times, regardez, le simple fait d'être mentionné dans ces dossiers ne signifie pas forcément grand-chose. Il peut s'agir de victimes, de témoins, d'autres personnes innocentes ayant été en contact en fait avec des suspects ou encore des preuves.
J'ajoute qu'en février dernier, et Donald Trump s'y était engagé, 200 autres pages de cette enquête sont dévoilées, mais il reste encore de très nombreux documents qui restent sous scellés, Marie-Aline. C'est une affaire monstrueuse. Qu'en est-il de Donald Trump ? Alors Donald Trump en particulier. Donald Trump et Jeffrey Epstein, ils ont une relation qui date de plusieurs années. Ils se sont croisés régulièrement en fait, dans les cercles d'élite qu'ils fréquentent. Les deux, ils sont dans les mêmes cercles. L'élite de New York, l'élite de Floride. Et alors ce qui est intéressant, j'ai remonté un peu dans les archives et j'ai retrouvé une interview qui avait été accordée au magazine New York en 2002. Et regardez ce qu'il disait. Donald Trump, il avait déclaré connaître Jeffrey Epstein depuis 15 ans, donc avant 2002. Il le qualifiait de type formidable et d'ajouter il est très agréable de passer du temps avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi et beaucoup d'entre elles sont plus jeunes. Et alors, ce qui est très intéressant, écoutez bien ce qu'il disait cette fois en 2019 après l'arrestation de ce type formidable. Je n'étais pas fan de Jeffrey Epstein. Des gens hier racontaient que je l'ai jeté d'un club. Je ne voulais aucun rapport avec lui. C'était il y a des années de ça. Cela prouve une chose, que j'ai bon goût. Bon, pas de commentaire, je crois que c'est assez parlant. Ce qui est troublant en tout cas, c'est que l'accord dont je vous parlais tout à l'heure, l'accord conclu en 2008 avec la justice américaine, il est à l'initiative d'un certain Alexander Acosta, ce même homme qui sera 9 ans plus tard le ministre du Travail de Donald Trump. Alors, au lieu de la prison à vie qu'il encourait donc à cette époque-là, il a bénéficié lors de sa première incarcération d'un traitement un peu tout confort, si je peux dire, en prison, puisqu'il a eu donc 13 mois de prison ferme, mais dans des conditions très exceptionnelles, puisqu'il avait une permission de quitter la prison 12 heures par jour, pendant 6 jours par semaine, pour travailler. Et alors pour conclure, juste, je voudrais vous parler de ces nombreux documents qui montrent les deux hommes, Jeffrey Epstein et Donald Trump, ensemble, entourés de jeunes femmes, des vidéos très troublantes qui évidemment sèment le doute et sur lequel évidemment Elon Musk évidemment joue pour accuser ou en tout cas éclabousser son ancien ami d'hier. Merci Kadi. Comme ça, on comprend bien l'ampleur et la gravité des accusations que porte Elon Musk contre Trump. Oui, d'autant plus que la période actuelle est encore plus sensible à ces dimensions-là, à la pédophilie, au mélange de la haute finance avec la prédation sexuelle. Et donc, c'est pour ça que Musk sait ce qu'il fait. Je reprends encore une fois la formule de Gallagher que je trouve très bonne. Il dégoupille une grenade nucléaire et on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Le FBI, parce que je pense que c'est le FBI qui a les documents, est sous pression. C'est un des très proches et peu compétent ami de Donald Trump qui est la tête du FBI, mais il y a beaucoup de ressentiment à l'intérieur du FBI qui espérait que le numéro 2 du FBI soit quelqu'un de compétent, ce qui n'a pas été le cas puisque c'est un autre ami. Le numéro 1 et le numéro 2 s'étant signalés par le fait que après l'assaut du Capitole, ils avaient expliqué que c'était un complot du FBI. Oui. Bon. Donc vous imaginez à l'intérieur l'ambiance. Et donc, on ne peut pas exclure de l'intérieur de personnes qui vont sortir des documents. Et puis, il peut y avoir des fake news, il peut y avoir aussi des faux documents. Donc, ça veut dire que c'est peut-être un peu le sparadrap du capitaine Haddock que Trump va se devoir gérer dans un climat international complexe, avec de multiples dossiers. Et alors qu'il a déjà consommé un conseiller à la sécurité nationale, qu'il a cramé après l'affaire Signal, et puis il a un secrétaire à la défense sur lequel je ne miserai pas quant à sa longévité. Voilà. Donc il n'est peut-être pas au bout de ses difficultés. Elisabeth. Je rejoins ce que disait Pierre. Il a beaucoup de problèmes en interne. On parlait de numéro 2 du FBI, donc traditionnellement un agent du FBI, qui est maintenant un homme qui était un podcasteur complotiste, qui se plaignent justement de sa vie à Washington et que c'est très difficile. Je pense qu'il y a quand même pas mal de problèmes en interne, sans parler de le fait qu'il a promis la fin des guerres, qu'il n'a pas réussi ni au Moyen-Orient, ni en Ukraine, qu'il n'a pas forcément baissé ni les prix, ni le déficit, ni la dette. Donc je pense que ça peut quand même rajouter à un certain nombre de dossiers qui vont l'enquiquiner bien longtemps, et peut-être pas que lui. Et c'est aussi ça qui risque d'être explosif. On ne sait pas qui d'autres sont dans ces dossiers. Si ça peut être assez explosif aussi pour un certain nombre de politiques. Bien sûr. Gallagher.
Non, très rapidement, j'ai d'abord une pensée pour les victimes de cette affaire qui est absolument atroce et extrêmement glauque. Et je pense que quand elles voient que ça ressort une énième fois, que ça va être exploité à des fins politiques, c'est évidemment extrêmement triste pour elles puisqu'elles n'ont jamais eu le droit à la justice, puisque Cady l'a dit, le procès a été clos 3 semaines après que Jeffrey Epstein se soit donné la mort. Ensuite, si vous voulez, le principe de la conspiration, c'est qu'il est par définition déconnecté du monde réel. Or, l'une des raisons invoquées par le FBI pour la non-publication d'un certain nombre de documents, c'est précisément parce qu'il y a les noms de victimes et beaucoup d'informations sur des victimes qui n'ont pas envie que ça se retrouve dans le domaine public. Donc, ils vont devoir caviarder les documents avant de les publier. Et vous imaginez bien que les conspirationnistes qui vont voir les documents caviardés, ça va alimenter encore plus, plutôt que d'amoindrir le phénomène. Ils vont dire, c'est bien la preuve qu'ils ne nous disent pas tout. Alors, je précise que la Russie, elle regarde de loin tout ce qui se passe. Et évidemment, cet affrontement sur la place publique entre Donald Trump et Elon Musk. Et la Russie est prête ce soir à offrir l'asile politique à Elon Musk s'il en a besoin. C'est ce député Dmitry Novikov qui a pris la parole aujourd'hui. Elon Musk n'aura pas besoin d'asile politique, mais s'il en avait besoin, la Russie pourrait bien sûr le lui fournir. Évidemment, le Kremlin, Poutine n'est jamais loin dès qu'il s'agit d'affaiblir l'allié outre-Atlantique, entre guillemets.